est excellent que la France fasse l'analyse de son passé colonial. Il est très important que l'on détaille les exactions de l'armée française, les conséquences qu'il y a eu à demander à l'armée de tenir des fonctions de police, par exemple, à Alger au début des années 60, les conséquences en termes de torture, les conséquences en termes... Ce sont des pages noires de la France, c'est très important de les regarder. Et c'est très important de faire l'analyse du modèle colonisateur et de ce qu'il a impliqué, et de ses crimes aussi. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral. Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Aucun média en France ne ment. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil, le format d'interview débat du Crayon. Aujourd'hui, on est avec Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven, bonjour. Bonjour. Raphaël Enthoven, vous êtes écrivain, prof de philo et franc-tireur. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est sur votre bio Twitter. Oui, c'est moi, oui. C'est ça. Sur Twitter, on est toujours mal placé pour se désigner soi-même. Mais allez-y, pardon. Non, mais sur Twitter, vous êtes très actif, plus de 30 000 tweets à votre actif. Vous vous définissez comme écrivain et vous avez d'ailleurs écrit récemment un livre, L'école des dames. On en parlera juste après, mais avant, je vais m'attarder sur cette qualité de franc-tireur. Récemment, vous avez tiré franchement ou tweeté franchement à propos de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et je voulais vous demander une question assez naïve, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ? Ah, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Dieu me garde, si j'ose dire. Enfin, Dieu n'y serait pour rien, mais vraiment que le hasard me garde d'avoir à choisir entre les deux. En fait, l'erreur que j'ai faite le jour où j'ai parlé de ça, c'est que j'ai présenté un cas d'école, un dilemme abstrait et parfaitement improbable, comme une possibilité à laquelle il faudrait répondre, le cas échéant. Donc on ne peut pas à la fois se situer à l'altitude d'un dilemme abstrait et ensuite en faire une question de moindre mal. Mon problème était là. L'enjeu était pour moi de les mettre dans le même camp. Je considère qu'il y a désormais non pas l'extrême droite et en face un camp républicain, mais un extrême populisme, une démagogie extrême d'un côté, qui rassemble des interprètes différents, parfois ouvertement antagonistes et qui en réalité sont jumeaux, comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et que voter pour l'un, c'était comme, d'une certaine manière, voter pour l'autre. C'était l'objet de ce que j'ai dit. Mais mon erreur a été d'envisager ce cas de figure comme s'il pouvait arriver. Voilà. J'ai commis cette erreur-là, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est effectivement franc-tireur, oui, franc-tireur. Sur Twitter, si vous n'êtes pas franc-tireur, ça sert à rien ce que vous dites. Si vous ne mettez pas les pieds dans le plat, si vous ne nommez pas ce qui vous dérange, si vous êtes comptable des réactions au point d'être bâillonné ou de vous bâillonner vous-même, il faut aller ailleurs. Et le fait que vous ayez choisi, par exemple, Marine Le Pen dans le tweet, ça a fait un peu polémique et c'est ça qui a fait parler du tweet. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est problématique de soutenir justement plus Marine Le Pen que Mélenchon ? Non, j'ai pas soutenu Marine Le Pen. J'ai fait une démonstration dans laquelle j'explique que Marine Le Pen est une démagogue, qu'elle est dans la main des Russes, qu'elle est populiste, qu'elle est séditieuse, qu'elle est factieuse, qu'elle est que c'est un mouvement qui est encore xénophobe. Bref, j'ai dit le pire d'un tel mouvement, mais on n'en a retenu que la conclusion qui était si j'avais le choix entre Mélenchon et Le Pen, je voterais Le Pen. En réalité, je m'abstiendrais. Voter Le Pen me paraît une impasse aussi considérable à cette nuance près, c'était la seule nuance que j'apportais, que on a avec Jean-Luc Mélenchon la figure d'un républicain dont l'intérêt est de faire comme s'il ne l'était pas. Alors qu'on a avec Marine Le Pen la figure de quelqu'un qui n'est pas du tout républicain, mais dont l'intérêt est de faire comme si elle l'était. Et que dans un calcul du moindre mal, on pouvait prendre ça en compte, effectivement. Mais enfin, comme c'est une situation qui n'arrivera jamais, encore une fois. Et vous n'avez pas évoqué Zemmour dans cette série de tweets. Est-ce que Éric Zemmour, au second tour... À l'époque, Éric Zemmour n'était pas candidat. On avait eu une discussion, lui et moi, sur la question de sa candidature. Il m'avait demandé ce que j'en pensais. Et je lui ai répondu, je lui ai demandé à qui il posait la question. Est-ce qu'il pose la question aux camarades avec qui je discute de temps en temps, ou est-ce qu'il pose la question à celui qui est son adversaire idéologique frontal ? Et il me dit, je veux l'avis des deux. Je lui dis, écoute, le camarade te supplie de ne pas y aller. Tu vas tout perdre, tu as tout à perdre, ton influence, ton crédit, le plaisir que les gens peuvent avoir à t'écouter sans avoir le sentiment de s'engager. Bref,
tu as tout à perdre. Si tu demandes ça à ton adversaire idéologique, il te suppliera d'y aller, puisque ta candidature est un cadeau, c'est le pain béni de tes adversaires. Donc, vous dites adversaire idéologique, vous pensez à Macron ? Oui, en l'occurrence Macron, mais je crois qu'il suffit d'être républicain pour être l'adversaire idéologique d'Éric Zemmour. Zemmour n'est pas républicain ? Non, lui-même dit d'ailleurs que la République est une parenthèse dans l'histoire de France. Zemmour se vit comme français avant de se vivre comme républicain. S'il est républicain, c'est accidentellement, si vous voulez, parce que la France en est là. En ce qui me concerne, si je suis patriote, c'est parce que je suis républicain. C'est-à-dire que je ne suis qu'accidentellement patriote parce que la France est aujourd'hui le plus beau ciel républicain. C'est le sens de mon engagement. L'engagement de Zemmour est aux antipodes de ça. Il faut défendre la République avant la France, selon vous ? C'est tout le problème. C'est effectivement, il y a vraiment deux traditions là qui s'opposent. Il y a ceux qui défendent la France et qui ne sont républicains que parce qu'ils sont français. Et il y a ceux qui ne se sentent français que parce qu'ils sont républicains. Et vraiment, ce sont deux camps tout à fait antagonistes. Cette première ambivalence est apparue au moment du ministère, le ministère de l'identité nationale. L'idée de Nicolas Sarkozy en 2007 était de dire « Mais enfin, pourquoi m'en voulez-vous de parler d'identité nationale alors que l'identité de la France, c'est la République, liberté, égalité, fraternité ?» Mais dans la défense qu'il avait de ce projet de ministère, il faisait valoir le fait que c'était être français qui nous rendait républicains, et non pas l'inverse. Et on avait déjà là, la première, à mon avis, inversion des termes, qui faisait passer, qui priorisait, je déteste ce verbe, mais enfin bon, il dit ça, qui priorisait l'être français sur l'être républicain. Si la France n'avait pas été la République, un ministère de l'identité nationale eût été parfaitement anti-républicain. Et ceci me posait un problème. Il y a un inconditionné dans l'idéal républicain qui transcende largement l'appartenance temporaire, accidentelle, sporadique, enfin pas sporadique, mais accidentelle, à une nation. Vous, en tant que républicain, vous croyez à l'autodétermination des individus. Est-ce que Je l'espère. Je ne suis pas sûr d'y croire toujours, mais oui, je l'espère. Est-ce qu'aujourd'hui, avec justement avec les extrêmes qui valorisent les identités, dans le siècle dans lequel on est, cette vision de l'autodétermination n'est-elle pas naïve ? Je ne parlerai pas d'autodétermination. Il me semble que le débat auquel nous assistons aujourd'hui est une résurrection d'un débat qui a plus de 2 siècles et qui oppose les tenants de l'arrachement à ceux de l'enracinement, en fait. À la fin du XVIIIe siècle, vous aviez 2 traditions ouvertement concurrentes et un hybride au milieu qui appartenait aux 2 traditions. Les traditions, c'était d'un côté ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières, qui considère qu'en somme, il n'y a pas de nature humaine, ou que la nature humaine est dans l'avenir, dans le projet. Non pas dans l'exhumation de ses racines, mais dans la construction, dans ce que Gary appellera les racines du ciel, c'est-à-dire dans la construction de quelque chose, en vérité. C'est une tradition qui considère que l'humanité est toujours à conquérir. Il ne suffit pas de naître homme pour être un humain. Ce qui fait notre humanité est encore à conquérir. C'est un ensemble de valeurs et non pas de prédétermination. Mais au-delà de l'humanité même, juste la notion d'être français, par exemple. Oui. C'est quoi être français et comment on devient français ? Tout dépend de ce qui vous rend fier d'être français. Tout simplement. Si ce qui vous rend fier d'être français, ce sont des déterminations accidentelles de la France, à la fois folkloriques, identifiée à elle, mais accidentelle. Si ce qui vous rend fier d'être français, c'est la qualité du vin, la qualité du fromage, ou même, la qualité de la littérature, ce qui vous rend fier d'être français me paraît non pas français en soi. Il n'y a pas la France n'a pas le monopole de la qualité littéraire, la France n'a pas le monopole de la qualité musicale, la France n'a pas le monopole de la bouffe, même si on est vraiment les meilleurs. La France n'a pas le monopole de tout cela. Ce qui me rend fier d'être français, en ce qui me concerne, c'est que le pays dont je suis est un pays qui, pour des raisons historiques, est devenu le synonyme de la République. C'est ce qui m'a rendu fier d'être français, c'est ce qui a fait que je suis à un moment, tardivement d'ailleurs, plutôt tombé amoureux de mon pays. Le jour où j'ai compris que l'idéal républicain, l'idéal concret républicain, qui n'est pas une utopie, était non pas universel, mais en réalité franco-français. Au moment de l'affaire de Creil en 1989, quand la première affaire du voile à l'école,
un certain nombre de pétitionnaires, Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter, Bernard-Henri Lévy, etc., avaient signé une pétition pour faire valoir l'universalité du principe républicain, du modèle républicain. Et ils ont vite déchanté en allant dans les pays anglo-saxons et en se faisant traiter de racistes dès le début des années 90. C'est impossible à exporter, le modèle républicain. C'est un modèle qui se veut à la fois universel et qui en même temps se trouve malheureusement incarné ici et là, de façon temporaire et de façon finalement plutôt rare. Est-ce que c'est pas le problème justement entre l'idéal républicain et sa réalité concrète? Je ne crois pas. Je ne crois pas. L'idéal républicain n'est pas un idéal. L'idéal républicain est une évidence, à mon avis. L'idéal républicain, on peut... Il s'incarne parfaitement en France. Il s'incarne mieux en France qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement en France être républicain tout en étant jalousement amoureux de ses propres particularités, sans avoir le sentiment de les dissoudre dans ce moule républicain. Le moule républicain n'est pas coercitif. Il ne s'agit pas aux gens de leur demander d'être autres qu'ils sont. Mais il s'agit de leur demander de ne pas imposer à d'autres qu'eux-mêmes ce qu'ils sont, ce qui n'est pas pareil. Le moule républicain est ce qui nous permet de ne pas être les uns sur les autres en situation de guerre permanente, en réalité. Ceci ne me paraît pas utopique. L'idée que nous vivons sous un régime d'égalité des droits, l'idée qu'il faut autant que possible travailler à l'égalité des chances, l'idée que la République ne sera véritable que le jour où chacun partira de la même ligne de départ, des idées comme celle-là me paraissent plus concrètes qu'utopiques. Et donc, selon vous, le fait que certaines personnes subissent du racisme aujourd'hui en France, par exemple, c'est pas inhérent à la République? Non, c'est pas le propre de la République, c'est le propre du racisme. On n'a pas attendu la République pour être raciste, et si demain la République doit disparaître, les gens ne cesseront pas d'être racistes pour autant. Ce qui me paraît coupable, en revanche, c'est de faire à la République le procès d'être raciste en elle-même, c'est-à-dire d'être elle-même l'héritage d'une colonisation qui porte en elle les linéaments, les ferments d'un racisme. Ceci me paraît injuste. Pour une raison très simple, c'est que voir dans la République telle qu'elle est aujourd'hui une émanation de la France coloniale, ce qu'historiquement elle est aussi, mais elle l'est par renoncement précisément à elle. C'est parce que la France coloniale a renoncé à elle-même que la République a été affermie. En revanche, considérer que la République est tout entière l'héritière de cette France coloniale, c'est un discours colonisateur en vérité. C'est un discours paternaliste, c'est un discours de nostalgique de la colonisation, c'est le discours de celui qui pense que la France est encore au centre du monde, ou que la France est responsable de tous les maux de la terre, ou bien que la République n'est que le cache-sexe d'une injustice systémique. C'est un discours indémontrable, et à mon avis, à cet égard faible et faux. Donc là, vous venez dire que la vision de certains antiracistes, c'est une vision colonialiste? Oui, bien sûr, mais c'est une vision il n'y a pas plus paternaliste que la pénitence. Il n'y a pas plus paternaliste que la repentance. Il n'y a pas plus, d'une certaine manière, nostalgique de l'Empire que celui qui continue de le voir, que celui qui continue de croire qu'on y vit encore. La différence entre la France et l'Angleterre, c'est que la France n'a plus d'Empire. Seulement, il n'y a pas plus nostalgique de l'Empire que celui qui continue de penser que les anciennes colonies françaises sont encore comptables des méfaits de la France. Faut-il mépriser les gens qu'on prétend défendre pour leur dire qu'en réalité, ils ne sont en rien, 60 ans après la décolonisation, ils ne sont en rien responsables de leurs propres maux? Une telle vision du monde est une vision, pour le coup, directement héritée de la France coloniale, qui considère que les colonisés ne sont pas aptes à se saisir de leur destin ou à disposer d'un libre arbitre. Donc il n'y a pas plus... J'insiste là-dessus, parce que c'est très important, et le premier d'ailleurs à l'avoir démontré, c'était Pascal Bruckner, quand il parlait de tyrannie de la repentance, ou de tyrannie de la pénitence. Il est excellent que la France fasse l'analyse de son passé colonial. Il est très important que l'on détaille les exactions de l'armée française, les conséquences qu'il y a eu à demander à l'armée de tenir des fonctions de police, par exemple, à Alger au début des années 60, les conséquences en termes de torture, les conséquences en termes... Ce sont des pages noires de la France, c'est très important de les regarder. Et c'est très important de faire l'analyse du modèle colonisateur et de ce qu'il a impliqué, et de ses crimes aussi. Néanmoins, la survivance de la colonisation, la colonisation le tropisme colonisateur se perpétue bien davantage sous la forme des gens qui considèrent qu'au XXIe siècle, la France est encore un État colonial, que sous la forme de gens qui en ont fait leur deuil pour devenir tout simplement tranquillement républicains et ne faire aucune différence entre les Français selon leur couleur. Très bien. Vous êtes aussi donc écrivain. Vous avez écrit donc récemment L'École des Dames. Oui. Un parodie en 3 actes, comme vous l'écrivez. Dedans, vous y traitez de la complexité des rapports hommes-femmes,
et illustré notamment entre Colin et Jeanne. Ce livre pose des questions donc très aimées des féministes, à savoir le consentement, la différence des sexes, ou encore le pouvoir, la notion de pouvoir. Vous êtes personnellement dans une vision universaliste du féminisme, si je peux le... Oui, on peut dire ça, oui, on peut dire ça. Et vous reprochez justement aux féministes intersectionnelles de s'identifier à une ou deux identités propres. Est-ce que aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, et justement tout ce qu'on a évoqué, la notion des ennemis de la République, est-ce que cette notion d'identité, elle n'est pas justement fondamentale pour certaines personnes à se construire ? Elle était sûrement très importante. Il y a plusieurs choses à dire. L'intersectionnalité, l'identité et le féminisme. D'abord, il faut dire que l'intersectionnalité avait son sens à sa naissance. Vous êtes dans les années 70, vous êtes en Amérique. Vous êtes une femme noire en Amérique. Être une femme noire en Amérique au début des années 70, c'est faire, grosso modo, l'objet de deux injonctions ou de deux prédations qui se juxtaposent. Vous êtes la victime du patriarcat de votre camp et vous êtes la victime du racisme du camp d'en face ou des Blancs. Et donc il vous faut lutter sur les deux terrains. L'intersectionnalité est née de la nécessité de mener le combat sur le terrain du féminisme comme sur le terrain de l'antiracisme. Parce que, à l'époque, effectivement, les femmes noires faisaient l'objet d'une double agression. Et donc on peut comprendre la nécessité de cela. Le problème de l'intersectionnalité aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue le cache-sexe d'une minoration du féminisme au profit d'un antiracisme lui-même devenu fou, puisqu'on croit lutter contre le racisme en triant les gens selon leur couleur de peau ou en faisant valoir que tel racisme serait moins grave que tel autre, que le racisme anti-blanc serait moins grave ou n'existerait pas même que le racisme anti-noir. Et c'est le dévoiement de l'intersectionnalité dans un discours qui minore le féminisme, qui me paraît aujourd'hui délétère et profondément anti-républicain, effectivement. Profondément anti-républicain. Il peut paraître abstrait de défendre la République comme ça, comme telle, en disant l'égalité des droits, l'égalité des droits. Il n'y a pas d'égalité des droits sans égalité réelle. Donc, il ne s'agit pas de dire que la République, c'est la fin de l'histoire ou c'est la panacée, mais en revanche, de dire que travailler à l'égalité des chances entre les individus, c'est travailler à leur droit à l'indifférence et non plus à leur droit à la différence. Donc l'intersectionnalité, me semble-t-il aujourd'hui, a été dévoyée par ceux qui la revendiquent, par ceux qui la brandissent, au nom de l'antiracisme, pour considérer qu'en somme les luttes féministes passent après. Donc ça c'est un problème. Quand on est féministe comme moi, et qu'on considère que le féminisme n'est pas l'affaire des femmes, mais que la forme du sexe ne détermine pas les opinions, que le féminisme n'est pas l'affaire des femmes, eh bien, on a tendance précisément pour cette raison-là à être plutôt hostile à l'idée d'intersectionnalité. À ceci s'ajoute le fait que pour l'intersectionnalité, bien souvent, quand les luttes convergent, elles finissent par s'opposer. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens, au nom de l'antiracisme, défendre le fait qu'une femme noire ne porte pas plainte quand elle est violée par un noir, vous avez là, sous les yeux, le fin mot de l'intersectionnalité aujourd'hui, et la raison pour laquelle il faut lutter contre, et aussi la raison pour laquelle on assiste à une résurrection de ce que j'appelais les romantiques, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, de tous ceux qui considérait dans le sillage de Joseph de Maistre, par exemple, qu'il n'avait jamais rencontré l'humanité en général, l'homme en général. Il connaissait des Français, des Italiens, des Russes, mais pas l'homme en général. Cette réduction de l'humanité à ses appartenances est aujourd'hui ce qui détermine justement l'intersectionnalité. Le féminisme qui est le mien est un féminisme universaliste, dont on a voulu penser qu'il était l'émanation auquel on fait le procès d'intention d'être l'émanation du discours d'un blanc qui voit le... C'est peut-être le cas, peut-être. Mais les intentions ne sont pas celles-là, en tout cas. Les intentions ne sont pas celles-là, et il s'agit précisément pour moi de ne plus regarder les gens selon la couleur de leur peau. De les regarder, ni selon leur sexe. Est-ce que c'est pas naïf, ça, aujourd'hui, de faire suis comme pas s'il n'y avait pas de couleur? Non, j'ai pas dit faire comme s'il n'y avait pas de couleur. J'ai dit faire en sorte autant que possible que la couleur n'entre pas dans les critères d'évaluation des individus. C'est la raison pour laquelle être républicain, c'est être hostile au quota. C'est la raison pour laquelle être républicain, c'est être tout à fait réservé sur la parité. Je fais une petite exception sur la parité parce que quand la parité s'est installée, on l'avait d'emblée présentée comme un moyen provisoire. La diversité est présentée comme une fin en soi et ça me semble tout à fait délétère. En revanche, la parité, c'est
d'emblée présenté comme un moyen provisoire soluble dans l'égalité réelle homme-femme. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais plus favorable à la parité qu'à l'idée de diversité même, qui me paraît aujourd'hui un saupoudrage ethnique en réalité, qui n'a plus rien à voir avec les compétences des individus. Être républicain, c'est considérer qu'on évalue les gens selon leurs compétences et pas selon d'autres critères que cela. Oui, mais dans les faits aujourd'hui, il y a certaines ethnies qui sont considérées, qui sont déconsidérées du simple fait, par exemple, de leur prénom ou de leur... C'est précisément la raison pour laquelle la République fait l'objet aujourd'hui d'une tenaille entre d'un côté les gens qui considèrent que vous êtes moins compétent si vous êtes une femme, ou vous êtes moins compétent si vous êtes musulman, ou j'en sais rien. Et de l'autre côté, des gens qui considèrent qu'au contraire, si vous êtes une femme, c'est que vous êtes plus compétent, ou si vous êtes musulman, c'est que vous êtes plus fondé qu'un autre à exercer le pouvoir. Et ceci est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est ce double discours, c'est ce discours gémellaire et faussement antagoniste qui subordonne la compétence à l'appartenance. Être républicain au milieu, ça n'est pas nier le fait de l'appartenance, c'est nier la prévalence de l'appartenance sur la compétence. C'est considérer qu'en aucune manière, une appartenance n'est un obstacle ou un avantage. Alors, comme, concrètement, il y a des injustices, comme il existe des lieux où l'appartenance est un avantage, être républicain, c'est tenter autant que possible de rétablir de l'égalité des chances là où il n'y en a pas. Donc c'est en cela qu'on peut parler d'idéal, mais c'est en cela qu'on peut parler d'idéal concret, parce qu'il n'y a rien d'irréalisable dans l'égalitarisation tendancielle des chances, dans le fait de lutter pour que chacun parte de la même ligne de départ. Voilà, dans cet idéal-là. C'est un idéal qui me paraît justement à la portée de chacun. Donc, si vous voulez, le reproche d'abstraction me paraît trop facile. Je veux bien tomber sous le coup de l'abstraction, si je considère que c'est ainsi que sont les choses et que tout ce qui n'est pas tel que je le vois n'a pas vocation à exister, n'a pas lieu d'être. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il est souhaitable, dans un monde où l'on ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes, où on ne fait pas de différence entre les gens selon leur couleur de peau, où chacun est libre de croire ce qu'il veut, je dis qu'il est souhaitable que nous ayons autant que possible des moyens égaux, ou du moins des moyens comparables d'étudier, de manière à ce que chacun soit évalué, non pas sur sa valeur patrimoniale, mais sur la valeur de ses actes. Et justement, vous êtes aussi donc prof de philo. Est-ce que, quel est le but quand on fait de la philosophie, d'écrire une parodie de trois actes? Je l'ai pas écrit en prof de philo. Depuis quelques années, j'expérimente le plaisir d'écrire des récits, de passer de l'essai à la narration. Et vous acquérez, du point de vue d'un prof de philo, d'ailleurs, une célérité telle quand vous racontez des histoires que c'est très difficile de revenir en arrière ensuite. C'est très difficile de revenir à l'essai, à la pesanteur de l'essai, à la pesanteur démonstrative ou hypothético-déductive d'un essai. Vous êtes, quand vous avez goûté au plaisir de raconter des histoires et à la liberté nonchalante de pouvoir, en une phrase, par exemple, résumer le contenu d'un livre, vous n'avez plus envie d'en revenir aux essais. Alors, moi, l'École des Dames, j'ai pu l'écrire grâce au confinement, parce que j'avais un peu de temps, j'avais suffisamment de silence pour me mettre aux alexandrins et pour le faire rigoureusement. Je n'avais pas de but particulier en l'écrivant, j'étais hanté par l'école des femmes depuis des années et je voyais la possibilité d'une adaptation de ce texte au XXIe siècle et à l'inversion du rapport de force homme-femme tel que je le mets en scène ici, puisque c'est la jeune séquestrée qui a la main sur son geôlier dans l'École des Dames, ce qui n'est pas le cas dans l'École des Femmes. Ça s'inscrit dans la vision du féminisme au XXIe siècle ou... Ça s'inscrit en tout cas dans l'idée que Molière occupe une place intéressante dans l'histoire du féminisme, puisque c'est à la fois un homme de son temps, il est Georges Dandin, il est Arnolphe, il est Alceste, Molière est pleinement tous les personnages masculins qui déplorent le monde comme il va, qui ne se satisfont pas du monde comme il va, qui considèrent qu'en somme tout va à volo depuis que les femmes font ce qu'elles veulent, etc. Molière est celui qui pense comme ça. Il est ontologiquement ça. Mais si on applique d'ailleurs la théorie du genre au cas de Molière, et si l'on considère par conséquent que le destin de Molière n'est pas réductible à la forme de son sexe, on découvre justement chez Molière un cœur généreux, un génie généreux, qui donne la parole à des femmes qui sont des vraies figures du féminisme. Célimène est un modèle de féminisme. Alors elle passe par la coquetterie pour s'affranchir des choses, ce qui déplairait à bien des féministes aujourd'hui. Reste que Célimène s'impose
par la liberté dont elle témoigne. Philaminte aussi, qui refuse de faire la vaisselle, que votre esprit est d'un étage bas, dit-elle à son mari. Armande, le déchirement d'Armande, prise entre l'amour de la philosophie, le désir de plaire à sa mère, et le fait de s'affranchir de ses déterminations féminines, et en même temps l'envie d'épouser un homme, et puis surtout le fait d'être amoureuse, ce déchirement intime est une invention de Molière, mais c'est un problème qu'on retrouve au XXIe siècle. Angélique, dans Georges Dandin, Molière est à la fois celui qui dit à Angélique « c'est horrible, depuis que tu me trompes, ma vie est triste, ma maison est triste », et il est aussi Angélique qui dit « mais je ne t'ai pas épousé par amour et rien ne m'oblige à t'être fidèle ». Il est le premier à dire ça. Donc c'est un misogyne féministe. Et on peut d'ailleurs en bonne logique féministe soutenir cette thèse. Il n'a pas les opinions de sa complexion. Il n'a pas les opinions de son statut, il n'a pas les opinions de son sexe, il n'a pas les opinions de sa physiologie. Il a toutes les opinions, y compris l'opinion d'en face, ce qui fait de lui le premier féministe, à mon avis, après Descartes. Le premier féministe, c'est Descartes. Descartes a écrit le discours de la méthode en français. Parce que les femmes n'avaient pas accès au latin à l'époque, et il l'avait dit lui-même, pour être lu même des femmes. Considérant précisément que le jeu du « je pense donc je suis » n'était ni individué ni sexué. À aucun moment, le propos de Descartes, à aucun moment, dans le discours de la méthode, du moins, Descartes ne fait la différence entre l'homme et la femme. Et au contraire, nous sommes, chacun de nous, et le siège. Alors on peut considérer on peut désapprouver le dualisme cartésien, considérer que l'âme n'est pas dans le corps comme un capitaine dans son navire, ou que sais-je. Mais peu importe, ce qui compte ici, c'est qu'il s'adresse à l'humanité. C'est qu'il s'adresse à l'humanité et qu'il ne fait pas de différence. Il est un étage de l'humanité où nous pouvons cesser de faire une différence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier la différence entre les gens, entre la couleur de chacun, entre le sexe de chacun, mais de considérer que cette différence n'est pas opérante à l'endroit où la réflexion commence. Et que cette différence, ou qu'il faudrait autant que possible qu'elle ne le soit pas. Et que le sens de la pédagogie, le sens de l'apprentissage, le fait d'enseigner la même chose à une classe disparate, dont les individus viennent de milieux différents, ont des sexes différents, ou des visions du monde, ou des croyances différentes, ce postulat-là, c'est de considérer que l'étage auquel nous enseignons, l'altitude à laquelle on enseigne, est une altitude où ces différences-là cessent d'être opératoires et n'ont plus de valeur. Très bien. Pour changer le sujet, ça fait plusieurs semaines donc que des Français... ça fait plusieurs semaines que les Français manifestent contre la mise en place du pass sanitaire. Je vous sais assez réticent, justement, opposé à ces manifestations. Pour vous, vous êtes pour le pass sanitaire. Vous dites que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on écoute encore les philosophes? Est-ce que... Écoutez, en France, aujourd'hui, on est 95% de Français à approuver le pass sanitaire. Il y a juste une minorité tout à fait non silencieuse qui a décidé de s'exprimer là-dessus. Je ne suis pas hostile, je ne suis pas opposé aux manifestations. Les gens peuvent manifester s'ils veulent, avec des scènes très drôles, évidemment, puisque les rassemblements désormais anti-pass sanitaire, notamment les cars qui conduisent les gens, imposent le pass sanitaire à l'entrée du car. Ce qui met tout un chacun en situation ouvertement contradictoire. C'est-à-dire qu'il faut avoir son pass sanitaire pour se rendre à une manifestation contre le pass sanitaire. Ça en dit long, à mon avis, sur la vacuité de ce combat. Je n'interdis à personne de manifester. En revanche, il me paraît que considérer que le pass sanitaire est liberticide me paraît relever d'une définition de la liberté extrêmement étroite et surtout introuvable dans une société. C'est-à-dire dans un espace de vie en commun. Votre liberté s'arrête là où commence la mienne, et inversement, sinon on se marche dessus, il n'y a pas de problème là-dedans. Nous n'allons pas, ni vous ni moi, interpréter comme une restriction de notre liberté l'interdiction qui vous est faite de me marcher sur le pied. Je ne vais pas moi-même interpréter comme une scandaleuse restriction de ma liberté l'interdiction qui m'est faite de vous cracher dessus, par exemple. Vous voyez, j'ai pas le droit de faire ça. Ça se fait pas. J'ai pas le droit non plus de vous traiter de sale juif, vous n'avez pas le droit de me traiter de sale nègre. Je n'ai pas le sentiment qu'on est moins libre dans un monde où ce genre d'interdit prévaut ou prévale. Considérer
ou tenir pour une réduction de la liberté l'obligation de détenir un pass sanitaire en période de pandémie me paraît aussi absurde que de tenir pour une restriction de la liberté l'interdiction de porter une arme, par exemple. Voilà. C'est en cela que je ne suis pas favorable au deuxième amendement de la Constitution américaine, pour une raison très simple, c'est que je ne vois aucune liberté dans le droit, dans cette résurrection de l'état de nature qui culmine dans le droit que nous avons chacun de nous défendre, par exemple, avec une arme, ou bien qui culmine dans le droit que nous avons de contaminer l'autre, dans le droit que nous nous donnons de contaminer l'autre. Or, donc, comme aucun adversaire du pass sanitaire ne peut sérieusement contester le fait que la liberté ne s'arrête pas là où commence celle de l'autre. Donc, pour justifier cette position, ils sont contraints, et c'est là que la chose devient intéressante et vraiment symptomatique, ils sont contraints de nier le danger même de la pandémie. C'est-à-dire que, souscrivant, comme tout un chacun, à l'idée que leur liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, mais voulant quand même ne pas avoir de passe sanitaire, au nom de la liberté, ils sont contraints de considérer que de telles mesures sont inefficaces, n'ont aucune vertu. Et là, soudain, le réel refait son apparition et constate que 8 personnes sur 10 en réa aujourd'hui n'est pas vaccinée, constate aussi qu'entre les antivax et les antipasses, la différence est infime, parce que tous les antivax sont antipasses, et une immense majorité d'antipasses sont antivax. Mais pourtant, vous êtes professeur de philo, et la philosophie valorise le doute. Pourquoi ici, précisément, douter, c'est dangereux? Mais parce que une chose est le doute, tout autre est le soupçon. Pratiquer le doute, c'est très important, évidemment. Je donne un exemple. Faire de la philosophie, c'est considérer qu'aucune vérité révélée n'est tenable. Aucune information verticale n'est tenable, et que toutes doivent être soumises au filtre de ma propre rationalité. C'est pratiquer le doute, c'est avoir un doute, c'est considérer que ce qu'on nous raconte est sujet à caution et suppose de notre part une forme d'investigation, etc. Bien, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Tout autre est la démarche qui consiste à pratiquer le soupçon. Je m'en explique. Par exemple, quand vous avez l'incendie de Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame, on ne sait pas, on connaît pas les causes, on enquête, on investigue, on cherche les causes, on essaie de comprendre, et puis finalement, on arrive, non pas à élaborer un scénario, mais à comprendre la façon dont les choses se sont passées. Ça, c'est pratiquer le doute. C'est attendre d'avoir suffisamment d'informations pour se prononcer, c'est savoir ce qu'il en est, c'est enquêter, etc. C'est ça, la pratique du doute. Le soupçon, c'est dire, au lendemain de l'incendie de Notre-Dame, nous voulons toute la vérité. Dire ça, c'est laisser entendre que ceux qui disposent de la vérité nous la cachent. A priori, c'est posé comme principe, c'est se donner l'air de chercher la vérité, alors que c'est en réalité s'en éloigner au carré, puisque c'est posé en principe que quiconque détient la vérité nous la dissimule. Nous réclamons toute la vérité, comme après un attentat. Nous voulons toute la vérité sur cet attentat, comme si celui qui le fait... Alors, celui qui le fait ne réclame pas toute la vérité, puisque toute la vérité, on l'a. La vérité, on l'a. En revanche, les informations, on l'a. Il n'y a pas de rétention d'informations. Mais dire « nous voulons toute la vérité », c'est poser a priori, comme postulat, que toute la vérité ne nous est pas dit, qu'on nous cache quelque chose, tout simplement. Et alors ça veut dire que, selon vous, ceux qui sont contre le pass sanitaire raisonnent mal ou... Il y a un faux raisonnement, bien sûr, c'est un faux raisonnement. Être contre... Alors, il y a plusieurs arguments des antipasses. Alors, il y a d'abord l'argument du « ma liberté ». Cet argument-là n'est pas très solide, l'argument de « ma liberté ». Parce que ma liberté, c'est comme imposer un enfant à quelqu'un en lui disant c'est mon choix, si vous voulez. Non, c'est pas ton choix. Ton choix n'engage pas le choix des autres. Donc, là, mais le fait de se faire vacciner, de se faire mettre un produit dans le corps, c'est ma liberté de ne pas choisir, de ne pas avoir un produit dans le corps. Ceci est obligatoire en France depuis plus de 100 ans. Je veux dire, se faire vacciner, se mettre un produit dans le corps. La vaccination est obligatoire en France. Ça n'est pas plus contraignant que de payer ses impôts. Après, là vous avez raison, c'est que pour un esprit paranoïaque, injecter un liquide dans le corps, on ne peut pas rêver mieux, si vous voulez, comme 5e colonne. On ne peut pas imaginer plus efficace comme 5e colonne. C'est-à-dire que c'est l'équivalent à petite échelle de celui qui est convaincu que les Juifs, par exemple, ou je ne sais quel groupe, ou les francs-maçons, par exemple, composent une 5e colonne, un État dans l'État. Si vous voulez, l'injection d'un liquide qui est censé vous guérir et qui en plus désormais se soucie de votre génome, ou l'approche, si vous voulez, sans le modifier, mais enfin l'approche, ceci est irrésistiblement vécu par celui qui n'en a pas envie
comme une façon que l'on aurait de le mettre sous tutelle. Et donc celui-là vivra sa liberté comme le refus d'une telle tutelle. Il faut lui rappeler à ce moment-là qu'il n'est pas plus mis sous tutelle que quand on l'oblige à s'arrêter à un feu rouge, à payer ses impôts ou à se faire vacciner pour entrer à l'école. Mais est-ce que le problème, justement, c'est pas le manque, peut-être chez certaines personnes, de destin commun, le fait d'un individualisme poussé à l'extrême, justement dans cette idée de pourquoi liberté. Pourquoi parlez-vous du manque de destin commun ici? Bah, c'est intéressant, mais pourquoi par rapport au vaccin? Dans cette idée de vaccin, je me fais vacciner parce que, quoi qu'il en coûte le risque, je le fais pour la France. C'est précisément... Non mais pardon, le risque est de ne pas se faire vacciner. Le risque, le danger... Oui, non, mais dans la vision de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais même si on partage cette vision-là, où est le destin commun? Sinon dans l'universalité de la vaccination. Là, pour le coup, il y a un destin commun. Il y a une pandémie mondiale et il y a un remède. Voilà. Donc, on a ça. Alors, on peut choisir de ne pas le prendre, mais on peut choisir de ne pas le prendre dans la limite où l'on ne met pas en danger la vie de l'autre, de celui qui, lui, souscrit ou qui n'y voit pas une atteinte à sa liberté. Le manque de destin commun dont vous parlez, c'est un tropisme démocratique, pour le coup, très puissant. C'est-à-dire que l'un des reproches que les tyrans font aux démocraties depuis toujours, et à bon droit. On le trouve dans Mein Kampf. On a le droit de citer Mein Kampf maintenant, puisque ça a été réédité. Hitler explique que l'homme démocratique a posé son baluchon quand il a décidé de ne se soucier que de lui-même, au lieu justement d'avoir la représentation commune d'un destin tel que lui-même serait de nature à le proposer à l'Allemagne, etc., sur une base raciale. Mais tous les tyrans ont historiquement daubé sur l'égoïsme de l'individu démocratique. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Vivre en démocratie, c'est vivre sous un régime où la loi vous autorise à être un sale con. Dans la mesure où vous ne transgressez pas la loi. Vous ne transgressez pas la loi. Vous pouvez passer votre vie en démocratie à ne penser qu'à vous-même sans aller en prison pour ça. Vous ne transgressez pas la loi pour ça. Alors, dans une certaine mesure, si vous allez au café sans votre passe sanitaire, ou si vous refusez d'être vacciné quand vous êtes soignant, oui, là vous transgressez la loi. Il y a aussi de la coercition. Mais vivre en démocratie, c'est vivre dans un monde où il n'est pas illégal d'être égoïste. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ça m'a toujours fasciné de voir les gens qui défilent contre le pass sanitaire et qui en font un projet de civilisation. Le seul projet de civilisation qu'ils portent en l'occurrence, c'est un égoïsme démocratique poussé à l'extrême. C'est-à-dire, c'est la confusion à mon avis de l'égoïsme démocratique et de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, même si on en nie les effets parce qu'on a besoin d'en nier les effets pour justifier sa propre position. Vivre en démocratie, c'est courir le risque d'un régime qui d'abord est à lui-même sa propre fin et qui n'offre rien d'autre comme perspective à l'individu que sa petite vie réussie. C'est ça son Graal. Très bien. Pour aller vers la fin, Raphaël Enthoven, quelle personnalité ou quelle personne que vous connaissez vous souhaiteriez voir ici dans un format... ici ? Ouais, ici dans un format d'œil pour œil, dans un prochain format d'œil pour œil. On l'a déjà reçu. Ah, les grands esprits. Non, qui serait c'est la première à laquelle je pense. Qui serait à sa place? Oui, il y en a un qui est intéressant aujourd'hui par l'engagement qui est le sien et dont on ne sait pas encore s'il sera candidat ou pas, c'est Amin El Khatmi. Voilà, à mon avis. Et s'il fallait recevoir quelqu'un qui pense pas du tout comme moi, je dirais Eugénie Bastier. On l'a déjà reçu aussi. Voilà. Great minds think alike. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven. C'était un vrai plaisir. Si vous aviez une citation qui vous accompagne tous les jours ou une phrase à laquelle vous aimez penser. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. J'aimerais me donner un credo. J'aimerais n'avoir qu'un seul credo, mais il y en a plein. J'aime beaucoup cette phrase de Clément Rosset qui dit « Sois l'ami du présent qui passe, le futur et le passé te seront donnés par surcroît ». Parce que c'est une réponse à une autre phrase de Pascal que je fais mienne aussi, qui est que, espérant d'être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Donc, Rosset répond à Pascal par la célébration du présent, en lui montrant que la munificence de chaque instant n'est pas un Graal, et qu'on peut aussi jouir de la vie. On peut aussi jouir de la vie tout en étant aussi pessimiste que lui. J'aime bien l'idée tocquevillienne selon laquelle, comme il le dit dans une formule lapidaire formidable, toujours plus d'individus, toujours plus d'États, l'un ne décroîtra pas sans que l'autre recule. Ça, c'est plutôt la version politique de moi-même, mais s'il fallait en garder une, non, voilà, à mi-chemin de l'hédonisme de Rosset et du libéralisme de Tocqueville. Oui. Très
Très bien. Merci beaucoup, Merci Raphaël à vous. Antoine. C'était un vrai plaisir de Merci. vous avoir pour cette interview. Merci de vos bonnes- Merci à tous d'avoir suivi cette interview. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à lâcher un j'aime, à nous suivre sur tous les réseaux. C'était Antonin pour le crayon. Salut.